Nous sommes tous des rêves, dans le rêve d'un rêveur, et pourtant, nous sommes aussi le rêveur lui-même. Une citation du philosophe Alan Watts, qui était un grand penseur de la réalité et des philosophies orientales en général. Il sous-entend que chacun d'entre nous générons un rêve, qui est notre vision de la réalité personnelle, et que celle-ci forme des briques d'une réalité partagée. Nous sommes acteurs du rêve en étant pleinement immergés et nous incarnons même des rêves et en même temps nous sommes des consciences des rêveurs. Tout cela reste de la pensée métaphysique, vous me direz. Mais au vu des expériences de conscience extraordinaires que vous avez vécues, ou pas encore, et même que j'ai vécu moi, il est tout de même permis de se poser la question. Aussi, on peut se demander légitimement, c'est quoi la réalité? On en parle souvent en tant que voyageurs de la conscience. Nous prétendons accéder à d'autres réalités. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? En restant dans la métaphysique, on peut considérer la réalité comme un ensemble complexe qu'on peut appeler un système. Il est composé d'objets, d'événements, d'êtres, de choses, de matière tangible ou de matière intangible. La réalité, c'est de l'espace et du temps. C'est ce qu'on peut déjà observer dans ce rêve que nous partageons tous. Nous avons de l'espace-temps donc stable, qui semble obéir à des lois, et en plus qu'on peut étudier. Un espace-temps que tous les humains de la planète partagent plus ou moins, ça dépend des cultures. Dans Passé virtuel en tout cas, un film de science-fiction adapté de Simulacron 3 de Daniel Gaillou, on y suit un informaticien, Anon Fuller, qui conçoit une réalité virtuelle des années 30, pendant que son corps physique est en stase dans les années 99, eh bien sa conscience est projetée, ou alors sa conscience, son cerveau est nourri par cette simulation des années 30. On entend là du coup que le cerveau joue ce rôle d'antenne, qui recrée la réalité sans discrimination avec celle que nous pouvons vivre dans celle du quotidien. Le cerveau fait pas la différence entre le rêve et la réalité physique. Mais dans Passé virtuel, le génie de l'informatique fait une troublante découverte, et il se voit assassiné par la suite lors de son retour dans la réalité. C'est son associé Douglas Hall qui devra enquêter au sein de cette simulation pour découvrir la vérité de la mort de Fuller. Maintenant, si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous conseille de faire pause et de cliquer. Dans la description, vous allez trouver un timecode qui s'appelle No Spoiler. Ça va vous permettre de ne pas avoir la fin de ce film si vous n'avez pas encore vu. Il est disponible sur Amazon, partout, vous pouvez le télécharger ou le payer ou le louer. Ok, donc si vous êtes resté, je vais vous dévoiler le nœud de l'intrigue et pourquoi cela pose des questions essentielles sur la réalité. Et cette vérité-là, c'est que Douglas Hall découvrira que ce qu'il prenait comme étant la réalité dans les années fin 90 n'est en fait qu'une simulation. Et lui-même n'est qu'un produit de cette simulation. Que les concepteurs de cette simulation n'avaient pas prévu qu'ils auraient une conscience. Et que du coup, il fallait les éliminer parce qu'ils commençaient à prendre conscience de la simulation. Et c'était incroyable pour ces concepteurs de simulation parce qu'on avait des simulations, des personnes dans cette simulation qui avaient créé une simulation des années 30. Donc on avait des concepteurs d'une époque futuriste qui avaient conçu une simulation des années fin 90 et ces mêmes personnes en fait avaient conçu une simulation des années 30. Donc il y avait une espèce de comme ça un effet poupée russe par rapport aux simulations et ils avaient vraiment pas prévu ça. Mais du coup en effet, si nos cerveaux perçoivent une partie de la réalité que nous partageons tous et que demain nous accédons à une technologie capable de nous faire vivre la même expérience de la réalité, alors qu'est-ce qui nous permettra de faire la différence entre les deux? Et si l'on étend le concept au sortir du corps, lors de mes expériences, je ressentais l'autre côté comme étant plus réel que la réalité quotidienne. Non pas forcément en matérialité, même si ça peut arriver, mais en clarté, en lucidité et en possibilité. Est-ce que nous voyageons dans des données, l'arrière-plan d'un univers simulé en tant que voyageurs hors du corps? Pouvons-nous accéder à d'autres royaumes, comme le concevait Dan Juan dans L'Art de rêver de Carlos Castaneda, pour qui le rêve pouvait être une porte vers ces autres réalités qu'il l'appelait externes. C'est pourquoi moi je nous vois en fait comme des pionniers dans la matière, mais nos connaissances n'avancent pas. Nous sommes sur ce point fortement influencés et cloîtrés dans des paradigmes, si ce n'est scientifiques alors spirituels ou religieux. Ou alors les anciennes traditions ont déjà percé le mystère depuis longtemps, mais l'enseignement est tellement cryptique qu'avec les millénaires tout cela relève du folklore. Si cela se trouve, nos âmes
Et quand je dis âme, je parle de cette unité universelle, immortelle, qui est dans une super dimension de l'espace atemporel, c'est-à-dire située hors du temps, rêve en permanence des vies que nous expérimentons actuellement dans une matrice que nous appelons univers. Si c'est le cas, la seule différence entre nous et le film passé virtuel est celle de l'échelle et l'absence présumée de technologie. Il peut s'agir en effet d'un univers simulé de façon organique ou subtile, ou alors, à la fin des temps, un cerveau matrioshka génère peut-être notre univers et nos existences. Alors c'est quoi le cerveau matrioshka ? Le cerveau matrioshka, c'est une méga structure de type sphère de Dyson qui pourrait envelopper alors une étoile afin de se servir de son énergie et effectuer des calculs d'une puissance redoutable, au-delà des ordinateurs quantiques qui sont de type 1, c'est-à-dire 7,3 10 puissance 24 bits. Cela m'amène à vous parler à nouveau de Thomas Campbell d'ailleurs, que je le rappelle est un physicien et un expérienceur de sortie hors du corps. Thomas Campbell qui a développé une théorie à partir de ses expériences et de ses réflexions, en sa qualité de scientifique toujours, même si ça fait pas tout. Mais pour lui déjà, la réalité est basée sur la conscience. Donc on est sur un panpsychisme. Une conscience primordiale serait la source de tout ce qui existe. Mais que cette réalité est donc un vaste système d'informations, et on retrouve les réflexions d'Erwin Laszlo sur le champ akashique, où on va baigner dans ce champ informationnel et qui vient informer la matière, lui permettant d'adopter les formes, les propriétés, les fonctions nécessaires à son existence, ou à l'existence en général. Aussi, le but de cette réalité serait de progresser, un peu à l'image des jeux vidéo en ligne. Nous incarnons un personnage et nous existons. Mais au lieu de simplement collectionner des compétences, de récolter et de construire, nous avons surtout pour but de prendre conscience du système pour ensuite le transcender. N'est-ce pas là le but d'ailleurs de toute spiritualité ? Transcender ? Bah ouais, on a tendance à croire que nous sommes des êtres parfaits au-delà de cette vie, que quand je vais passer de vie à trépas, je serai cette conscience qu'on appelle higher self et qui sait tout. Alors il est normal de se dire, à quoi ça sert de s'incarner si à la base je sais tout ? Ça sert à quoi en fait ? De recommencer de zéro ? Pour s'amuser ? Pour faire quoi ? Et souvent, moi le premier d'ailleurs, on essaie de répondre en disant que ça fait partie d'un plan ou je sais pas quoi. Franchement, après tout, qui a la réponse exacte par rapport à ça ? Mais imaginez tout de même que nous ne sommes que des personnages générés par la simulation, c'est-à-dire qu'on est des personnages à la base dans cet univers qui sont simulés. C'est-à-dire qu'on n'est pas des consciences venant de l'extérieur qui s'incarnent dans une simulation, mais on fait partie de la simulation, on est généré par elle. Un peu comme dans le film Passé virtuel. Avec un groupe de concepteurs créateurs, on crée cette simulation avec un champ informationnel, avec des archétypes, des forces cosmiques pour cultiver des consciences. Un espèce de bouillon de culture. Et nous ne serions en réalité pas du tout connectés à ces concepteurs qui, peut-être, n'ont même pas connaissance de notre existence. Mais le but serait d'augmenter en conscience pour prendre conscience de notre univers. Là, actuellement, on prend conscience de notre conscience. On sait qu'on existe, nous avons une personnalité, même si c'est temporaire, des affects, une lucidité, un peu de mémoire. Demain, nous prendrons conscience peut-être de notre planète en tant qu'humanité, puis de notre environnement stellaire, de notre galaxie, et ainsi de suite. Ce sont les étapes de l'évolution de la civilisation conscientielle telle que je le pense. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passerait ? Pourrions-nous casser la simulation et rejoindre celle des créateurs ? Je sais pas. Je suis conscient, en tout cas mes amis, que tout cela est hypothétique. Des faisceaux d'indices, de par nos expériences de sortie hors du corps et de rêves lucides, de trans chamaniques et autres, pointent du doigt ces réflexions qui sont passionnantes, mais ne sont pas des certitudes parce que déjà on sait même pas ce qu'on vit nous. Toutefois, je reste convaincu du bien fondé d'augmenter en conscience nos civilisations. Pour le reste, c'est à vous d'expérimenter. Merci à vous de m'avoir écouté, chers camarades simulés. Aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre pour le rendez-vous hebdomadaire avec Aresh. Moi, j'y suis pas présent pour l'instant, j'étais là pour la première séance, travail oblige, et on voit en fait justement comment on va faire pour que ce podcast soit diffusé, qu'est-ce qu'on va diffuser, comment. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour accéder à ces séances de questions-réponses, de discussions sur la sortie hors du corps avec Aresh.
Donc c'est un rendez-vous qu'il anime. Et me concernant, il reste très peu de place pour les séances de atelier sortie hors du corps. Ça c'est bien rempli. D'ailleurs, je vous remercie pour ça. Je vais vous parler très bientôt de tout ce qui a trait aux expériences psychédéliques aussi, parce que c'est quelque chose qui entre dans le cadre du voyageur de la conscience. Le voyageur de la conscience n'est pas un voyageur hors du corps seulement. C'est pour ça que j'intègre un peu tout le monde. Les onironautes qui font que des rêves lucides et ils s'en trouvent très satisfaits. Et c'est bien, ils ont beaucoup à nous apprendre. Il y a les voyageurs hors du corps, qui peut-être transcendent un petit peu plus cette réalité, peut-être pas, mais en tout cas qui ont autre chose à apporter. Et les voyageurs qu'on appelle les psychonautes, donc ces personnes qui utilisent des substances comme la psilocybine et autres dans un cadre chamanique ou dans un cadre autorisé par la loi dans d'autres pays, lors de retraites, pour avoir des expériences d'état modifié de la conscience qui sont très intéressantes. Et je me suis beaucoup intéressé à ça parce que j'avais énormément de préjugés, ne serait-ce qu'en tant que juriste. En tant que juriste, forcément, j'ai mangé du droit pénal, c'est même une de mes spécialités quand j'ai passé le concours d'avocat, et force est de constater que j'étais un petit peu, pour le volet drogue, en tout cas très fermé. Hein, j'avais sans cesse en fait les articles de procédure pénale et de code pénal, de droit pénal général, qui me rappelaient que c'était quand même très grave en fait comme infraction que d'avoir en fait des substances illicites. Néanmoins, il se trouverait que peut-être certaines substances comme la psilocybine ou autres ont été classées dans l'illégalité de façon un peu rapide et sans avoir véritablement fait des études dessus ou s'intéresser même aux études. Moi j'appelle ça peut-être tout simplement c'était sous Nixon en fait qu'ils avaient fait ça aux États-Unis. Et ça a été très dommage parce qu'il y avait apparemment beaucoup d'études là-dessus qui étaient faites et beaucoup de choses qui pouvaient être faites justement pour les personnes qui étaient en fin de vie, qui avaient un cancer, qui avaient une pathologie psychiatrique, une pathologie comme la dépression ou tout simplement une dépendance à l'alcoolisme où il y avait des résultats importants. Mais sans compter toute la tradition qu'il y avait derrière ces substances au sein des peuples premiers, qui étaient utilisés déjà pour des thérapies. Mais en fait, qui on est, nous, pour dire que ce que faisaient ces gens-là, ben c'est illégal? Qui on est pour imposer à ce point une norme à une culture qui a toujours utilisé des plantes pour se soigner et pour accéder à d'autres réalités? Là, il y a quelque chose qui est quand même paradoxal. Et forcément, j'étudie ça, je fais mes propres expériences de mon côté, je vous en parlerai bien sûr, et tout ça dans le but justement de créer une comparaison avec les expériences de sortir du corps. Est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est très différent? Est-ce que ça n'a rien à voir? La réponse est quand même vite répondue. Ça dépend véritablement des substances et je me vois pas essayer tout ce qui existe en fait sur cette planète parce que je pense que je finirais très mal, mais on peut partir sur quelque chose comme étant vous verrez pour la prochaine vidéo, on va parler de ça, comme ça vous savez. Merci à vous les voyageurs de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, digresser à ce point à la fin de la vidéo. C'était le voyageur de la conscience, à bientôt.